Amis internautes, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir immense de recevoir, Thierry Meyssan, que vous connaissez bien. Thierry Meyssan est un personnage, qui a un peu, marqué ma vie lorsque je l'ai, découvert dans une émission de Thierry Ardisson, je crois, et où il venait, présenter son livre Une effroyable imposture, l'effroyable imposture, que j'ai lu évidemment avec attention parce qu'il confirmait tous mes doutes. Alors, il y a bien des combats sur lesquels nous partageons les mêmes avis. Je suis vraiment heureux de recevoir Thierry Meyssan. Thierry, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, comme je le disais, l'actualité est chargée. Thierry, est-ce que tu vois un sujet particulier que nous pourrions aborder ? Je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit. Oui. Parce que lorsqu'il a été élu, pendant sa campagne électorale, Donald Trump a longtemps expliqué qu'il voulait rouvrir le dossier du 11 septembre. Puis il ne l'a pas fait. Mais il est en train de pousser à ce que ça se fasse sans en prendre lui-même la responsabilité. Donc actuellement, il y a une pétition qui est lancée aux États-Unis, qui a été lancée par Tucker Carlson, et qui demande la constitution d'une commission d'enquête, enfin, sur ce qui s'est passé sur le 11 septembre. Non pas une commission qui raconterait la version officielle, mais une commission qui enquêterait pour vérifier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc ça n'a jamais eu lieu. Alors, en France, on a dit qu'il y avait eu une enquête, mais ça n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu d'enquête, ni au plan judiciaire, ni au plan politique. Donc lui pourrait relancer ça dans les semaines à venir. Oui, je fais quand même une petite parenthèse. Si on prend exemple sur l'affaire Epstein, entendre Patel et Pam Bondi qui avait déclaré que le dossier Epstein était sur son bureau et qu'elle allait l'examiner avec une attention particulière pour déclarer une semaine plus tard que finalement il n'y a rien dans le dossier et qu'on classe l'affaire. Est-ce que tu penses que pour le 11 septembre, on a plus de chances que ça bouge ? Dans l'affaire Epstein, il y a une interdiction judiciaire de publier les documents qui devaient être publiés. Donc, personne ne peut le faire. C'est tout. Il y a des documents, mais c'est secret parce qu'il y a une interdiction judiciaire. Bon, le 11 septembre, si c'est le Congrès qui s'en occupe,
il a la possibilité, lui, de lever toutes les interdictions qui existent sur ce sujet. Parce que vous savez que quand il y a eu ces événements, moi j'ai écrit une analyse de ce que j'entendais, mais cette analyse, je n'ai pas pu la vérifier. Et personne n'a pu ni la vérifier, ni l'infirmer. Personne. Le, le, le Spiegel en Allemagne a envoyé une grande équipe aux États-Unis pour démontrer que j'avais tort. Puis ils ont rendu un bouquin dans lequel ils disent on n'a rien pu vérifier parce qu'on nous a interdit d'accès absolument partout. C'est un secret militaire. Voilà. Donc la seule chose qu'on peut vous dire, c'est que voilà quelle est la version officielle et on peut pas partir sur autre chose. Bon, moi je suis parti sur autre chose. Et aujourd'hui, la majorité du public aux États-Unis est d'accord avec moi. Même s'il ne me connaît pas, il est d'accord avec mes idées. Donc c'est ça qui va être bientôt discuté. Alors aujourd'hui, je t'avoue que j'ai eu la curiosité de relire certains articles Mhm. publiés par Le Point, L'Express, ce Mhm. que moi j'appelle la presse de chiottes, sur la publication de ton livre. Oui, Et oui. je me dis que si ces journalistes se relisaient eux-mêmes aujourd'hui, ils auraient honte de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont écrit, puisque la réalité, évidemment, dément en toute leur Mhm. calomnie. Mhm. Pour toi, Oui, c'est une victoire, pas posthume, puisque je te souhaite une non, longue vie. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que quand tous ces articles ont été publiés, il y a eu un mouvement général pour dire que j'étais devenu fou, que j'avais été quelqu'un de très bien, mais que là, vraiment, j'étais parti à dire des bêtises. Et personne n'a réfléchi aux arguments que l'on m'opposait. À partir du moment où on donnait des arguments, c'est tout, on suivait le mouvement. Et par exemple, il y a un livre qui est paru en France très vite, qui a été cité par tout le monde parce qu'il y avait des arguments contre moi. Mais quels arguments? Est-ce que ces gens ont lu ce livre? Parce que s'ils l'avaient lu, ils auraient honte de l'avoir cité. Puisque le seul argument du livre, c'est que l'avion qui a heurté le Pentagone, il a bien heurté le Pentagone. Il est normal qu'on ne l'ait pas retrouvé parce qu'on n'a pas retrouvé d'avion qui s'était encastré dans le sol quand des avions à réaction, il y en a un qui était tombé dans le sol, il a creusé un trou et à la fin il s'est compacté dans le sol. Donc voilà, l'auteur disait, c'est un auteur connu, deux auteurs connus, il disait que euh, le, cet avion, identiquement, avait disparu parce qu'il y avait eu un phénomène de piqué horizontal. De piqué horizontal. Mais oui, comment on peut écrire des bêtises pareilles? Où le journal Le Monde a fait une démonstration avec plein de formules euh, euh, mathématiques et physiques pour dire que c'était normal qu'on n'ait pas trouvé d'avion. Voilà. Mais vous pouvez mettre toutes les formules que vous voulez, on ne fait pas disparaître un avion. C'est pas la peine de, de se cacher derrière des grands mots, on ne fait pas disparaître un avion comme ça. mais aujourd'hui, avec le recul, Thierry, est-ce que tu pourrais prendre la responsabilité de dire qui est derrière ces attentats? Mais je l'ai dit. Alors, ça n'est pas dans le livre, mais je l'ai dit dans les mois qui ont suivi. J'ai eu tout un tas d'autres informations et clairement, euh, il y avait aux États-Unis à ce moment-là, je ne sais pas s'il existe toujours, mais il y avait un gouvernement de l'ombre qui avait été créé à l'époque d'Eisenhower dans le cadre de la guerre froide. On prévoyait que s'il y avait une attaque atomique contre les États-Unis,
des militaires avaient le droit de prendre le pouvoir puisque les civils seraient morts à Washington. Donc, il y a un gouvernement alternatif qui a été créé aux États-Unis. On sait très bien où c'est. Et on avait déjà le nom de plusieurs membres de ce gouvernement, dont le vice-président Cheney et le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld étaient tous les deux membres de ce gouvernement. Il faut savoir que le matin du 11 septembre, on a déclenché la procédure selon laquelle le gouvernement avait été dévasté par l'attaque surprise, et donc ce gouvernement alternatif a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir à environ 10 heures et il l'a restitué à environ 20 heures le soir, un peu avant. Voilà. Donc, pendant toute la journée du 11 septembre, les États-Unis n'ont pas été gouvernés par George Bush. Il n'était plus président. Et lorsque Vladimir Poutine, qui lui était déjà président, quand Vladimir Poutine a essayé de joindre George Bush, il n'a pas pu. On lui disait, oui, c'est ici la Maison Blanche, mais non, non, vous ne pouvez pas joindre le président, on ne sait pas où il est. Bon, c'est quand même, c'est un coup d'État manifeste. Hein. Il y a eu, vous savez, il y a des équipes qui ont été envoyées de sécurité à Washington. On a ramassé tous les parlementaires qui étaient là et leurs équipes. On les a amenés à proximité de Washington dans un bunker qui datait de la guerre froide. Alors, ils avaient le droit de se réunir là et de décider ce qu'ils voulaient. Mais en fait, si vous voulez, un pays où on arrête tous les parlementaires, je ne sais pas ce que c'est un coup d'État, non? C'est comme ça que ça s'appelle. Mais là, personne n'a pu prononcer ce mot. Et est-ce que tu as l'impression que la situation a évolué? Ou on est toujours dans cette matrice-là? Ah, cette matrice-là est toujours présente. Il y a eu une évolution de l'équipe qui participait à ça, parce qu'il y a des changements de personnes. Mais quand on a parlé d'État profond, on a parlé de cette unité, de ce gouvernement alternatif. Ça, c'est sûr que c'est de ça dont on parle. Et lorsque Donald Rumsfeld lorsque Donald Trump a pris le pouvoir, il s'est directement heurté à ces gens-là. Il s'est heurté pendant son premier mandat. Je te rappelle que dans son premier mandat, la première semaine, il a dû accepter la démission de son conseiller national de sécurité, un truc incroyable, parce qu'il avait décidé de mettre fin à l'impérialisme des États-Unis en interdisant au directeur de la CIA et au chef d'état-major interarmes d'avoir un siège permanent au Conseil national de sécurité. Donc là, on dirait virer le secrétaire national de sécurité. C'est incroyable ce qui s'est passé. Après, il y a eu toutes sortes de rumeurs. Il y a eu 2 tentatives de destitution. Bon. Bref, il n'a rien pu faire pendant son premier mandat. Il n'y a pas eu de deuxième mandat tout de suite, puisque les élections ont été truquées, ce qu'on sait maintenant. Par exemple, là, je crois le Texas vient de dire qu'ils ont rayé 1 million de faux électeurs. Mais d'où ça sort? 1 million de faux électeurs au Texas. Bon, donc il y a eu un dégraissage qui s'est fait comme ça. Et la seconde fois qu'il s'est représenté, il a été élu. Et depuis, ça fait maintenant 9 mois qu'il est à la Maison-Blanche. Depuis 9 mois, il se bat contre ces gens-là. Donc, évidemment, comme il les connaît maintenant, il a agi différemment. Il a agi en s'en prenant aux organismes que ces gens-là tiennent. Et
les décisions qu'il a prises ont immédiatement été contestées devant les tribunaux. Il était obligé d'abroger lui-même certaines de ses décisions. Alors évidemment, le, le système est bien fait puisque, par exemple, la National Endowment for Democracy, qui est celle qui a organisé tous les, euh, toutes les révolutions colorées dans le monde entier, ça, c'est pas un organisme qui dépend du président. Voilà, c'est un truc qui a une apparence d'autonomie. Donc, il était obligé de réintégrer, d'autoriser qu'on réintègre les gens qu'il avait virés, et il était obligé de restituer le budget qui a été voté pour ces gens-là. Donc, Donald Trump a des limites qui sont très importantes à son action. Et il est clair que on a déjà essayé de l'assassiner 2 fois récemment, mais ça ne va pas s'arrêter là, hein. Il va y avoir d'autres opérations. Et là, au cours des dernières semaines, euh, tu sais, il a souligné que sur 8 théâtres de guerre, il a avancé une solution de paix sur 8 théâtres de guerre différents. Bon, dont ce qui se passe à Gaza. Alors, on sait ce que c'est que ce genre de paix, mais c'est quand même arrêter les combats. C'est déjà énorme, hein. Oui. Et lui, lorsqu'il s'attaque aux problèmes à Gaza ou aux problèmes en Ukraine, se trouve en face du même état profond que ce qu'il a aux États-Unis. Donc, en Ukraine, on peut croire que Zelensky est le président, mais c'est pas un histrion qui va tout d'un coup être président et ça va être le De Gaulle là-bas, c'est pas sérieux, hein. Donc, derrière lui, il y a d'autres gens qui gouvernent. Et c'est pour ça qu'il y a son Conseil national de sécurité, de défense. Voilà. Et là, il y a tous les nazis qui sont là-dedans, à l'arrière de lui. Et en même temps, en Israël, on a vu pendant 20 ans, on s'est farci M. Netanyahou, un dirigeant, comment dire, quelqu'un qui changeait d'avis comme de chemise, qui s'adaptait à toutes les situations, un politicien vraiment, un politicien véreux de la pire espèce. Et subitement, il y a 2 ans, ce monsieur est revenu au pouvoir avec une coalition tout à fait inédite. Et quand il est revenu au pouvoir, j'ai dit, derrière lui, il y a Elliott Abrams. Et c'est effectivement, c'est démontré maintenant, c'est Elliott Abrams qui a payé cette coalition. C'est lui qui a entièrement financé la campagne de Netanyahou. Ça n'est pas ces financiers habituels, les casinos aux États-Unis, pas du tout. C'est une autre équipe qui s'est implantée avec Netanyahou cette fois-ci. Et cette équipe, c'est celle qui a organisé le 7 octobre sur le modèle du 11 septembre et qui a organisé le massacre à Gaza sur le modèle de la Shoah. C'est la même chose. Voilà. Donc, nous sommes en face maintenant d'une coalition de ces organismes en retrait aux États-Unis, en Israël et en Ukraine. Et il y a un 4e groupe qui est capable de les rejoindre, qui est au Japon. Vous savez que tu sais, depuis une semaine, peut-être 2, il y a un nouveau Premier ministre au Japon, c'est une dame, et c'est une nazie absolue. Il faut se rendre compte, hein, faut pas prendre ça en riant. Elle a déjà déclaré qu'elle voulait changer la constitution de son pays, réformer les armées et partir en guerre contre la Chine, la Corée. Ouais. Bon.
Donc, alors, pour le moment, il n'y a que la Corée qui réagit, la Chine complètement interloquée, mais le, ce qui se prépare devant nous, c'est l'alliance de tous ces gens-là qui étaient déjà, ont participé à la Seconde Guerre mondiale, c'est leurs arrière-petits-enfants qui sont là. C'est vraiment des groupes qui se suivent de père en fils. C'est absolument incroyable à voir. Bon. Mais ces gens-là sont prêts à faire une guerre mondiale. Alors, peut-être que tu n'aimes pas Donald Trump, mais aujourd'hui, il est la seule personne qui nous protège de cette évolution. Donc voilà, il faut se battre avec les gens que l'on a. Oui, Thierry, j'ai pas de problème personnel avec Donald Trump. Moi, je suis un peu comme Thomas. Je ne me fie qu'aux actes. Oui, Or, les actes de Trump, pour ce qui concerne le Moyen-Orient et la Palestine plus particulièrement, la Syrie, le Liban, ne jouent pas en sa faveur. Alors, je veux bien croire qu'il mène un combat contre des États profonds américains, britanniques, israéliens, mais pour l'instant, il répond à tous leurs besoins ou à tous leurs non, desiderata. non, non, il répond pas à Ou tout. je me trompe? Non, alors, il avance par à-coups. Il dit une chose, son contraire, il avance, il Oui. recule un peu, il avance plus, il recule un tout petit peu, il avance encore. Bon. Il a une manière de faire, bon, c'est la sienne, mais faut comprendre comment il agit, mais non, il n'accepte pas tout, puisque au Moyen-Orient, il a empêché Netanyahou de lancer une opération nucléaire sur l'Iran. Alors, il s'y est pris à sa manière, ce qui est assez choquant pour nous, mais s'il n'était pas intervenu, Israël aurait bombardé nucléairement l'Iran. Et il a, il a arrêté le massacre à Gaza. Alors, c'est pas du tout comme ça, à mon sens, qu'il aurait fallu s'y prendre, mais lui, il a arrêté ce massacre. Donc déjà, c'est un pas important qu'il a fait. D'accord, mais nommer Tony Blair et Jared Kushner comme co-administrateurs de la bande de Gaza, c'est quand même Non, non. un Tony peu tiré Blair, par les cheveux, non? non, non, Tony Blair, c'est l'État profond britannique. Tony Blair, attention, hein, Tony Blair, c'est le patron de l'actuel président autoproclamé syrien. Parce que Tony Blair avait un directeur de cabinet quand il était Premier ministre. Ce directeur de cabinet, Jonathan Powell, a créé une société qui a commencé, il y a 20 ans déjà, à engager euh, Ahmed Shara, il y a 20 ans déjà, avant qu'il devienne le numéro 2 de Daesh. Donc, ce qui nous prouve que si le numéro 2 de Daesh était un employé de Tony Blair, ça nous prouve bien ce qu'était Daesh. Hein. Mais il faut, euh, il faut déshabiller ce système. Bon. Tony Blair a été imposé dans ce jeu. Okay. Donc, Donald Trump dit bien, il va venir avec nous à Gaza, mais il ne sera pas tout seul. Il ne va pas pouvoir faire tout ce qu'il veut. Il s'agit de le faire reculer. Mais il faut quand même se rendre compte, ce personnage officiellement n'est rien, et en fait, tout le monde voit que partout, il a un pouvoir invraisemblable. Il faut comprendre comment marchent ces États. C'est quand même un criminel de guerre ou pas, Thierry? Sans aucun doute. Il y avait eu en Angleterre la commission Chilcot, Lord Chilcot, qui avait montré que Tony Blair avait fait absolument n'importe quoi en Irak et il était responsable du génocide des Irakiens. Alors,
Lui, à l'époque, on le présentait comme le toutou, le petit chien de George Bush, le président des États-Unis. Mais non, c'est pas ça. Le président des États-Unis, c'était comme Zelensky. Et comme aujourd'hui, Netanyahou, c'était une marionnette. D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne pense que George Bush était le président. Enfin, tout le monde aux États-Unis dit que c'était une marionnette. Il n'y a pas que moi qui le dis. Ouais. Tu me laisses songeur là. Mais tu parlais tout à l'heure de cette nébuleuse nazie Oui. qui s'étale jusqu'au Japon, Oui. en passant par l'Ukraine. Mhm. Et l'Ukraine, c'est quand même le point interrogatif majeur. Parce que effectivement, on a tous compris que c'est un régime nazi qui Mhm. actuellement est en place Mhm. en Ukraine. Mais ce qui est paradoxal et incompréhensible, c'est que la devanture, la vitrine, Oui. elle est composée de juifs. Le président Non, est non, juif. non, 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 non. Il n'est pas Non, juif, c'est Zelensky. pas ça. C'est pas du tout ça. En 1921, euh, euh, Vladimir Jabotinsky, le fondateur après de ce qu'on appelle les sionistes révisionnistes, qui ne sont pas les sionistes, c'est autre chose, les sionistes révisionnistes. Vladimir Jabotinsky était un Ukrainien, mais il était profondément anti-soviétique. Avant toute chose, il était anti-soviétique. Et donc, en 1921, il a fait alliance avec Simon Petura, qui était le chef de l'État de l'espèce de pays qui était en partie à la place de l'Ukraine aujourd'hui. Mais ce n'était pas du tout les mêmes frontières. Bon. Donc, il a fait alliance avec Petura, qui était un vrai nazi, lui. Enfin, l'expression n'existait pas encore, mais il était dans cette conception, la même conception que les nazis. En tout cas, il était clairement fasciste, ça c'est sûr. Et euh, Jabotinsky et Petliura, ensemble, ont massacré des juifs par dizaines et par centaines de milliers en Ukraine. Parce que euh, C'est ce que fait, Jabotinsky, c'est ce que fait Zelensky d'une certaine manière, non? non, non. Oui, fait le tri. Euh, mais d'abord, il faut comprendre, Jabotinsky voulait tuer des juifs parce que ces juifs soutenaient les soviétiques. Il y avait énormément de juifs en Ukraine. C'était l'ancien empire khazar qui aboutissait là. Donc, le premier travail de Jabotinsky, ça a été de tuer des juifs. Et après ça, euh, quand ça s'est su dans la diaspora, ça a été un scandale. Et on a demandé à, à Jabotinsky de s'expliquer. Il a refusé de s'expliquer et il a démissionné de ses fonctions d'administrateur de l'Organisation sioniste mondiale pour créer le parti sioniste révisionniste. Et les sionistes révisionnistes ont continué à avoir des relations avec les nazis jusqu'à la chute de Berlin, jusqu'au dernier jour. En Hongrie, il y avait un certain M. Ratzner qui a discuté au nom des sionistes révisionnistes avec Adolf Eichmann, celui d'Auschwitz. Et donc, ils ont discuté ensemble et ensemble, ils ont organisé la déportation de 450 000 juifs hongrois qui sont tous morts. 450 000. Et en échange de ça, Eichmann a organisé le transfert de 1500 sionistes révisionnistes en Israël. Il en a tué 4500 et il en a sauvé 1500. Donc,
ce sont des criminels absolus, ces gens-là. Et ils sont toujours contre les Juifs. Et ça c'est le. Et à un moment, la population israélienne devra ouvrir les yeux. Lorsque Katzner, après la guerre, Katzner est devenu un haut fonctionnaire en Israël. Puis quelqu'un a expliqué ce qu'il avait fait. Donc il y a eu un jugement. On a déballé tout ça. Et des inconnus sont venus tuer Katzner pendant son procès. Donc, tout d'un coup, on dit allez, on referme le dossier. Mais les faits sont établis. C'est bien lui, celui qui était un haut fonctionnaire de l'État d'Israël, est un juif qui a organisé le massacre de 450 000 juifs. Et donc, j'expliquais qu'il négociait directement avec Eichmann. Les Israéliens ont enlevé Eichmann, qui était en Amérique latine, ils l'ont ramené en Israël et ils l'ont jugé. C'est le même magistrat qui a présidé le procès Kastner et auquel on a demandé de présider le procès Eichmann, puisque ça allait dans l'esprit du public, c'était le pendant de la même histoire. Et dans son procès, au cours de son procès, Eichmann a expliqué qu'il était membre, il avait adhéré à une organisation sioniste révisionniste. Ça, tu le trouves nulle part, sauf dans le livre d'Hannah Arendt, qui était complètement... Hannah Arendt a assisté à ce procès, elle était interloquée, elle a quitté ce procès, elle a dit, moi je ne fous plus le pays en Israël, ça ne m'intéresse pas ce pays. Ça n'a rien à voir avec ma vie. Donc, aujourd'hui, les Israéliens découvrent avec stupeur que ce groupuscule de sionistes révisionnistes, qui est réapparu de manière discrète à plusieurs moments dans leur histoire, voilà, ces gens-là sont extrêmement forts chez eux aujourd'hui. Bon. Mais ce n'est pas le premier crime qu'ils font, hein. Ils ont fait déjà plein d'autres trucs avant. Hein. J'ai lu l'article sur Réseau Voltaire au sujet du rôle d'Elliot Abrams. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce personnage qui est, selon moi, derrière un certain nombre de coups tordus depuis des années? Et il semble inamovible. Oui. Donc, il était assistant parlementaire du sénateur Jackson. Or, ce sénateur était le champion de l'anticommunisme. Alors, c'est pas McCarthy, c'est un autre anticommuniste, mais un anticommuniste raisonnable. Voilà. Donc, il avait autour de lui un petit groupe, les Straussiens, les élèves de Léo Strauss. Alors, petite parenthèse, Léo Strauss c'est un fasciste allemand qui a quitté l'Allemagne avant l'arrivée des nazis au pouvoir et qui est venu, il est passé par la France et l'Angleterre, il est venu aux États-Unis, il est devenu professeur de philosophie. Aujourd'hui, tous ceux qui s'intéressent à la philosophie ont lu les œuvres de Léo Strauss sur comment ça s'appelle le droit naturel. Voilà. Bon, alors le droit naturel, en fait, c'est simple. C'est une astuce pour dire qu'on a le droit d'imposer ce que l'on veut. Alors, les élèves de Léo Strauss ont formé ce groupe. Il y avait Elliot Abrams et il y avait aussi celui qui est devenu au Pentagone le chef du Wolfowitz. non pas Wolfowitz,
Alors, Wolfowitz les a rejoints après. Euh, je vois encore ce type, c'est effrayant. Euh, non, mais j'ai dîné une fois avec lui. Oui, bah, Euh, donne-moi un peu plus de détails. ah, il est devenu le conseiller d'Izetbegovic en Bosnie-Herzégovine. Bon, Voilà, ce je nom te me remercie. reviendra tout à l'heure. Et c'est lui qui a fait le Clean Break en 97. C'est un document qui a été envoyé à Netanyahou sur le fait qu'il faudrait assassiner Arafat et détruire la Syrie. C'est pas Richard Pearl. Si, voilà, Pearl, c'est ça. Donc il était dans le même groupe. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? La première chose qu'ils ont faite, c'est eux qui ont fait l'amendement Jackson-Valnick. C'est-à-dire qu'ils ont euh, organisé avec un accord avec l'Union soviétique pour que l'Union soviétique laisse partir, on disait qu'on n'avait pas le droit de quitter l'Union soviétique, mais tous les juifs qui voulaient aller d'Union soviétique en Israël avaient le droit de partir. C'est lui qui a négocié ça. Donc, c'est très très important. Parce qu'il a négocié ça avec un Ukrainien de l'époque qui était enfermé en Union soviétique et qui a été libéré à cause de cet amendement Jackson-Valnick. C'est Sharansky, l'actuel responsable de toute la propagande israélienne dans le monde. C'est incroyable, ce groupe, ces gens continuent, c'est tous des vieillards, mais ils continuent leur travail. Donc, je reviens sur Elliot Abrams. Euh, euh, Elliot Abrams est devenu par la suite conseiller de Ronald Reagan. Et c'est lui qui lui a conseillé l'affaire Iran-Contra. Alors, il a fait d'autres choses, hein. C'est lui qui a fait le génocide des Mayas au Guatemala, c'est un truc invraisemblable. Mais il lui a conseillé l'affaire Iran-Contra. Et lorsque ça s'est su, alors je vous rappelle que l'affaire Iran-Contra, c'est un truc euh, qui a été conçu par des nazis. Euh, il s'agissait de- d'amener des armes israéliennes via l'Iran en soutien aux, aux contre-révolutionnaires en Amérique centrale, sans avoir à donner de compte au Congrès, puisque c'était Israël et l'Iran qui faisaient ça ensemble, hein, ensemble. Israël et l'Iran qui faisaient ça. Et Elliot Abrams est l'homme qui a euh, dirigé cette coalition. Tout ça est connu, hein, puisqu'il y a eu des enquêtes du Congrès des États-Unis. Il y en a il y en a 8 volumes énormes. Bon. Donc, lui a été condamné, mais il a été gracié par la suite. Bon. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Aujourd'hui, il est à la tête d'une fondation qui s'occupe des écoles. Fondation des écoles. En fait, il s'occupe des écoles des sionistes révisionnistes. Parce qu'aux États-Unis, il y a plein d'écoles pour ces gens qui sont quand même c'est sûr, ce sont des fascistes et peut-être des nazis. Ça, c'est ce que disait Ben Gourion. Il disait, euh, ce sont des fascistes, peut-être des nazis, mais c'est toujours le cas. Donc, ils ont des écoles privées euh, où l'adjoint de notre ministre des Affaires étrangères, là, Haddad. monsieur Haddad, voilà. Benjamin Haddad, le ministre de monsieur Macron, a été employé là-dedans. Il a travaillé là-dedans pendant au moins une dizaine d'années. Oui. Bon.
Et donc, ces écoles, c'est effrayant. Si vous regardez les manuels qu'il y a chez eux, on, on- comment dire, on est horrifié quand on lit l'antisémitisme dans certains manuels palestiniens. Mais si vous lisez ces choses-là, vous allez être encore plus horrifié. Et bon, c'est aux États-Unis, personne ne dit rien. Ouais, moi je t'avoue que Elliot Abrams est un personnage que je trouve peu ragoûtant, qui a un casier judiciaire qui dégouline de sang. On Mhm. sait toutes les mauvaises actions qu'il a menées depuis des années et des années. Et on s'attendrait à ce que dans une démocratie, ce genre d'individu, comment dirais-je, on limite sa capacité de nuisance. Oui, Là, non seulement on ne limite pas sa capacité de nuisance, mais tu viens de nous expliquer qu'il a financé la campagne de oui. Benjamin Netanyahou, Et pas qui seulement est... la campagne, tout le processus pour modifier le système constitutionnel israélien, ce que les Israéliens appellent le coup d'État judiciaire. Puis ça se fait par étapes. S'il n'y a pas de constitution, il y a plusieurs textes qu'on appelle la loi fondamentale, et petit bout par petit bout, ils changent tout. Et est-ce que tu intègres donc Elliot Abrams dans ce que toi tu appelles l'état profond? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu crois que Trump s'oppose à ces gens-là, Alors, véritablement? oui, alors, dans son premier mandat, Trump a essayé de s'opposer à ce type-là. Il n'y arrivait pas. Alors, il a fait un truc insensé. Il l'a nommé responsable du Venezuela au Oui. département d'État. Quand il était là, Elliot Abrams a commencé à préparer une guerre terrible contre le Venezuela. Et au moment où il a appuyé sur le bouton pour que ça commence, Trump l'a démis de ses fonctions. Alors donne-nous une explication sur cet événement, parce que c'est effectivement pas facilement compréhensible par la moyenne d'entre Ben, nous. c'est-à-dire, en fait, euh, comme dans son premier mandat, Donald Trump n'avait personne avec lui. Hein, il devait nommer 2000 hauts fonctionnaires, et il en avait 10 autour de lui, quoi. Donc il devait nommer qui il trouvait. Et sachant qu'il y avait toutes ces oppositions contre lui, il a voulu placer un endroit où il pouvait le surveiller, ce personnage. Il l'a surveillé, il l'a laissé faire, et au moment où il allait vraiment faire une catastrophe, il l'a arrêté. Mais il l'a arrêté le jour où il allait faire la catastrophe. Hein. D'accord, mais alors comment tu expliques cette mobilisation de moyens militaires, de porte-avions, d'avions en ce moment autour du Venezuela Ça, par les Américains? oui, alors, bon, Donald Trump dit que en ce moment, il lutte contre les La narcotrafiquants. drogue, trafic de Oui, drogue, oui. oui. Bon, peut-être. Effectivement, Personne n'y les croit, seuls, Thierry, et tu n'y crois pas non plus. Rassure-moi. non, 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 c'est pas ça. Les seules personnes qu'il a tuées sont effectivement des trafiquants de drogue. Enfin, apparemment. Hein. Personne n'est allé vérifier dans le détail, mais apparemment, c'était des trafiquants de drogue. Maintenant, il n'avait pas le droit de les tuer dans les eaux internationales comme il l'a fait. Bon. Mais c'est pas le sujet. De cette manière, il laisse ce groupe se préparer à envahir le Venezuela. Mais je dis, il fera comme il a fait la première fois. Il les arrêtera au dernier moment. Et c'est ton intime conviction, ou ta conviction est basée sur des éléments concrets Ah non, mais sur lesquels on pourrait ouais. réfléchir collectivement? La première fois, j'ai suivi très en détail. Et
il faut retrouver mes articles de l'époque où j'expliquais qu'il l'avait laissé faire et que là, il l'arrêtait brutalement. J'ai expliqué ça quand j'allais régulièrement au Venezuela et j'ai été l'expliquer aux dirigeants vénézuéliens. Bon, cette fois-ci, les dirigeants vénézuéliens prennent peur à nouveau et ça pourrait effectivement tourner mal. Mais si nous regardons le passé, euh, en fait, Trump est l'allié des Vénézuéliens. Desquels? De Du quel peuple, Venezuela? du peuple vénézuélien. Alors, je sais bien que au Venezuela, il y a une fracture très importante dans la population entre les chavistes et les anti-chavistes, mais Donald Trump n'a absolument pas lutté contre les chavistes, pas du tout. Et Donald Trump, il faut toujours faire attention. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, hein. C'est pas la même chose. Oui, j'ai remarqué. Et d'ailleurs, ses amis l'ont tous remarqué aussi. Voilà. Bien. Donc, ce plan de paix pour le Moyen-Orient, d'après toi, Thierry, il a une chance de, indépendamment du fait qu'il a mis fin, tu disais, il a mis fin au combat. Je dirais qu'il a mis fin au massacre, parce qu'il n'y Oui, a oui, pas de oui. combat entre les populations Mm. civiles Oui, oui. palestiniennes et l'armée israélienne. Mais quelle chance y a-t-il qu'un État palestinien voit le jour avec cette formule? Parce qu'il veut même pas donner à Mahmoud Abbas l'autorité sur Gaza. J'ai été surpris Oui, de lire sous sa plume qu'en fait il avait une préférence pour Marwan Barghouti, ce qui fait hurler à la mort évidemment Ben Gvir et Smotrich, pour qui Marwan Barghouti est un criminel, un meurtrier, enfin toutes les conneries qu'on raconte sur son dos depuis plus de 20 ans. oui. Alors, où est la vérité? Ah, je crois que la vérité, personne ne la connaît, et peut-être pas Donald Trump lui-même, puisque lui, il avance par petits pas avec les. En fait, je ne sais pas s'il a une idée très précise de la manière dont il va organiser la suite à Gaza. Il a une idée précise de la manière dont il va désarmer les uns et les autres. C'est pas la même chose. Désarmer le Hamas? Désarmer le Hamas. Alors, quand on dit désarmer, il faut comprendre. euh, le Hamas a bénéficié dans les années précédentes d'énormément d'argent et d'énormément d'armes. L'argent lui était fourni par M. Netanyahou en personne et les armes, il en recevait d'un peu partout, mais surtout d'Iran en fait. Bon. Là, d'Iran et d'Ukraine, puisque toutes les armes du 7 octobre, c'est des armes ukrainiennes, hein. Euh, donc, ce qu'il fait, c'est arrêter les flux d'argent et d'armes. Ça, c'est sûr. Après, ce qu'il va mettre à la place, c'est pas encore bien clair. Bon, en tout cas, le seul qui semble satisfait de son plan de paix, c'est Trump lui-même, parce que en dehors de lui, son plan de paix ne fait pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, mais il faut bien comprendre. Trump, idéologiquement, se réclame d'Andrew Jackson, un président d'avant la guerre de sécession. Ce président, qui était un général, avait voulu substituer le commerce à la guerre et il avait voulu de cette manière régler le problème indien. Donc il a proposé des réserves dans lesquelles les tribus indiennes pourraient vivre tranquillement et on arrêterait de se faire la guerre. Il a
organisé le déplacement de ces tribus. Alors, ces déplacements ont été terribles pour certaines de ces tribus. Bon, on parle toujours de la vallée des larmes pour les Cherokees. Il y a eu énormément de morts à ce moment-là. Mais par la suite, les Cherokees ont respecté les traités indiens. Et c'est la seule tribu indienne qui les respectait. Les autres tribus les ont mises en cause et du coup, les guerres indiennes sont reparties contre les autres tribus. Et aujourd'hui, au moment où je parle, la seule tribu qui vit bien aux États-Unis sont les Cherokees. Ils sont devenus très riches, mais pas les autres. Les autres vivent dans la misère. Donc, c'est cet exemple, c'est ce que Donald Trump a quand il aborde la question à Gaza. Mettre de l'argent à la place de la guerre. Bon, alors il va tout reconstruire, dit-il, il va installer une riviera. Bon, il faut bien comprendre, les Indiens, c'est pas les Palestiniens. Les Indiens, ils n'étaient pas attachés à la terre. Pour eux, la terre, c'était sacré, mais ça appartenait à tout le monde. Il n'y avait pas de propriété d'un bout de terrain. Au contraire, les Palestiniens sont attachés à la terre. Ils disent, là où j'ai mon olivier, c'est cette terre-là est à moi. Et on leur dit, bah on va faire comme les Indiens, on va vous déplacer. Donc ça, culturellement, c'est pas possible. Mais c'est ce qu'il va faire, ce qu'il va essayer de faire. Euh, le, le, ce système de mettre le commerce à la place de la guerre, ça offre une solution, ça l'a offert pour les Cherokees. Quand ils ont terminé leur exode, qui sont arrivés dans leur réserve, tout a été bien pour eux et ils n'ont eu aucun problème dans les 2 siècles suivants. Mais euh, euh, les problèmes qui avaient créé les guerres indiennes n'ont pas été résolus. D'un point, c'est la différence avec le droit international. Le droit international, c'est fait pour régler les problèmes de fond. Là, bon, on dit, vous avez ça, on change, on met autre chose à la place. C'est une autre manière de penser. C'est ça qu'il fait. Et encore une fois, ça va se heurter à un problème culturel qu'il n'a peut-être pas pris en compte auparavant. Oui, parce que comme tu le disais, les Palestiniens ne sont pas les Indiens Oui, et les oui. Palestiniens ont affaire à un État voyou qui ne respecte, aucun Oui, engagement, mais signé. les tuniques bleues, l'armée des États-Unis pendant les guerres indiennes, c'était pas des gens plus fréquentables, hein. Bon, en tout cas, ça va pas nous consoler. Non, Dernier ce point, que je veux dire, c'est que ça n'est pas une bonne solution, mais c'est déjà une solution alors qu'il n'y a pas eu de solution pendant 80 ans. je suis d'accord Thierry, je Voilà, suis d'accord. L'argument majeur, c'est il a mis fin au massacre. voilà. Rien que ce répit-là Mm, est bon mm. à prendre, je ne vais pas, discuter, sur ce point. Je me demande juste, combien de temps les Palestiniens vont devoir, supporter d'être, traités comme, un paquet qu'on déplace d'un endroit à un autre sans, même lui demander, son avis. On ne peut pas reproduire au XXIe siècle les mêmes schémas, qu'à la fin, du XIXe, on est d'accord? Oui, 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 oui. Ou à la fin du XXe, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a déplacé énormément de populations. On a, on a provoqué la mort de centaines de milliers de gens à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand la guerre a été finie, hein. Ça, ce sont les Alliés qui ont fait ça, hein. Oui. Mhm. Thierry, je voudrais avoir ton point de vue sur
l'annulation de la réunion prévue entre Trump et Poutine à Budapest. Est-ce que tu Alors, penses qu'il y a de l'eau dans le gaz ou c'est une mise en scène pour, encore une fois, jouer aux échecs contre les membres de l'État profond? alors, il y a une partie de mise en scène et il y a un vrai problème. Mais le vrai problème n'est pas celui qu'on croit. Il n'y a pas du tout de désaccord entre Trump et Poutine. Ils se sont, ils se sont rencontrés en Alaska, ils ont défini ce qu'ils allaient faire et continuent sur ce plan-là. Mais le, le sommet qui devait avoir lieu à Belgrade a été mis en cause parce À que Budapest. à Budapest. Budapest, pardon, à Budapest, ce sommet a été menacé parce que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères polonais a dit Sikorski. que Sikorski, oui, donc un personnage qui a joué un très grand rôle à l'OTAN dans les années précédentes. Donc ce monsieur a expliqué que il allait euh, obliger il a Intercepter l'avion de accepté Poutine. l'avion de Poutine. Et que c'était normal puisqu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui par la Cour pénale internationale, vous savez, ce tribunal grotesque qui est à La Haye. Donc, dans ces conditions, Lavrov a dit on ne peut pas organiser le déplacement, il faut d'abord qu'on s'assure de la sécurité des transports. Voilà. Ça, c'est La la raison raison officielle. officielle. Et la Donc, raison officieuse, la raison officieuse, c'est que euh, Donald Trump continue à pousser le groupe de soutien à l'Ukraine, le groupe de défense de soutien à l'Ukraine, c'est-à-dire l'ancien groupe de Rammstein. Ils se réunissaient sur la base de Rammstein en Allemagne. Maintenant, ils se réunissent à Londres, c'est beaucoup plus clair. Ce sont les Britanniques qui dirigent. Hein. Donc, tous les va-et-vient que Emmanuel Macron a fait entre Paris et Londres, tout ça, ça sert à rien. La vérité est là, c'est les Britanniques et eux seuls qui tiennent ce groupe depuis le début. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus qu'eux qui tiennent ce groupe. Même si, pour la forme, de temps en temps, ils passent la parole à un Allemand ou à un Français, mais bon, c'est eux qui les dirigent. Et Donald Trump voulait pousser ce groupe à se rendre compte qu'il n'avait pas les moyens de prolonger la guerre en Ukraine. Donc pour ça, il a dit de manière assez brutale à Zelensky, qui je rappelle n'est pas président ukrainien, qu'il n'est pas élu, hein. Son mandat est terminé, aujourd'hui il se maintient comme un dictateur. Donc Zelensky, il lui a dit, vous allez faire la paix et pour négocier cette paix, on va faire une ligne de cessez-le-feu qui est la ligne de front actuelle. C'est-à-dire toute la partie qui a été libérée par la Russie, c'est terminé pour vous. oui, mais si j'ai bien compris la position russe, elle va au-delà de l'Ukraine. Elle concerne aussi toutes les bases de l'OTAN qui se sont installées en Europe de l'Est depuis la fin du régime soviétique. Alors, Et attends. Il y a, dans l'opération russe, il y a plusieurs niveaux. Bon, le premier niveau, c'est la lutte contre les nazis en Ukraine. très bien. Bon. Le deuxième niveau, c'est la libération de la Crimée et de la Novorossiya, qui sont des territoires historiquement russes. Donc jusqu'à Odessa. Oui, mais ils n'ont pas cherché à prendre Odessa, donc on ne sait pas. Mais en fait, ils disent, le deuxième niveau, c'est ça, la Crimée et la Novorossiya. Le troisième niveau, c'est repousser
les bases de l'OTAN qui se trouvent sur l'ancien territoire du pacte de Varsovie. Ça, c'est ce qu'on pouvait lire dans le document de paix qui avait été envoyé juste avant la guerre d'Ukraine par Moscou à Washington. Mais Washington, c'était Biden à l'époque, avait refusé cette proposition parce qu'en fait, Poutine lui disait, vous allez devoir accepter le droit international. Donc ça, c'est la fin de l'impérialisme occidental. Je vous rappelle, hein, tous ceux qui nous écoutent, tous nos dirigeants se réclament du droit international, personne ne l'applique depuis la guerre de Corée. C'est ça. Voilà. Y compris la France, qui le viole, par exemple, en occupant Mayotte, puisque la France a signé un document en disant qu'elle restituait Mayotte à l'archipel des Comores et n'a pas respecté sa signature. Mais est-ce que tu as l'impression qu'au fond, Trump et Poutine sont en train de faire avancer les choses en fonction de leurs intérêts nationaux respectifs et laissent s'agiter la basse-cour européenne présidée par Londres? Oui, Que il fait s'agit. l'Europe dans cette Oui, histoire, à oui. part dépenser de l'argent et fournir des armes à l'Ukraine? Politiquement, quel est son intérêt? L'intérêt de Trump, ah ben, il vend des armes, Non, oui. l'intérêt des Européens d'aider Oui, un régime non. nazi. Oui, ça, il n'y a aucun intérêt. Aucun, aucun, aucun. Il Alors y a pourquoi ils le font, d'après toi? parce que ils ont dans la tête la même chose que les nazis. Ils pensent que le mal, ce sont les Slaves. Et Zelensky est le premier président ukrainien qui dit qu'il n'est pas slave. Oui, ça, on l'avait remarqué aussi. Ah oui, mais c'est quand même très important. Nous savons que la population là-bas est slave, mais les nazis locaux disent qu'ils sont Varegs, qui sont des descendants des Vikings, qui n'ont aucun rapport avec les Slaves. Donc, tous ces gens-là disent, nous ne sommes pas des Slaves, les Ukrainiens ne sont pas des Slaves, sauf dans le Donbass, là c'est des Slaves, on a le droit de les tuer. C'est ça. En fait, ils ont une idéologie suprémaciste aussi, eux. Ça me rappelle un régime génocidaire du Moyen-Orient. Il fonctionne un peu de la même manière. Mais je rappelle que Adolf Hitler, quand il a écrit Mein Kampf, dans Mein Kampf, il ne dit pas qu'il va tuer les Juifs. Il ne dit pas ça dans Mein Kampf. Il dit qu'il va tuer les Slaves, tous les Slaves, pour avoir un Lebensraum, comment on traduit ça en français, un espace vital. Voilà. Il va devoir tuer tous les Slaves et c'est pour ça qu'il a attaqué l'Union soviétique. Mais ce n'est qu'à partir de 1942 qu'il a décidé d'exterminer les Juifs. Jusque-là, il ne voulait exterminer que les Slaves. Oui, enfin, j'ai lu aussi. Et il y a eu plus de civils slaves qui ont été tués par les nazis que de civils juifs. Plus de civils slaves. Même si on ne vous le dit pas dans les manuels scolaires. Mais c'est un fait établi. Hein. Tous les historiens à qui vous demandez des chiffres vous le diront. Non, non, ça, on est tous bien dressés. C'est 6 millions. 6 millions. Non, mais Les ces 6 millions, millions, ça, c'est pour les juifs. Ceux qui voilà. ont été tués par Les autres comptent pas. Les autres comptent pas. c'est ça, les autres comptent pas, oui. Oui. Thierry, on est à 1h04 d'émission. Comme on se l'est dit hors antenne, on va faire 1 heure à cause de mon état de faiblesse provisoire, je l'espère. On a bien évidemment bien d'autres sujets à évoquer ensemble. Si tu veux bien, on se garde tout ça pour le mois prochain. Absolument. J'espère que notre ami Claude sera là. On est un peu Oui, oui.
inquiet pour lui et pour son épouse plus particulièrement. On croise les doigts et on prie très fort pour qu'elle s'en sorte, parce que si elle ne s'en sort pas, on va être tous très inquiets pour Claude aussi. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thierry, c'est toujours un plaisir de te voir et de t'entendre. Tu sais l'estime et l'affection que j'ai pour toi. Et je sais que nos amis internautes t'apprécient. Ils apprécient tes analyses et ils sont toujours très nombreux à nous suivre. Comme tu vois, il y en a plus de 1200 actuellement en direct. Et je pense que le chiffre va exploser dans les heures qui suivent. Merci Thierry, amis internautes. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à nous suivre ce soir. Merci à Sam Léo et à Caroline Ruby pour leur modération dans le chat. Nous allons lire vos commentaires et vos réactions avec beaucoup d'attention et de plaisir. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas que demain soir à 19h30, vous avez rendez-vous avec Abdel qui va décrypter l'actu pour nous tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci Thierry encore. Au revoir.